Donc bonjour à tous, je vais commencer par une présentation très rapide. Donc je suis Eric Maubert, je travaille au réseau FADOC, je suis responsable du programme Qualité Logis-Être. Donc le réseau FADOC regroupe les personnes de 50 ans et plus, puis c'est à peu près 265 000 membres au Québec, qui développent des activités de loisirs ou des clubs de proximité dans l'ensemble des régions, mais aussi qui gèrent des programmes qu'on appelle des dossiers sociaux, donc qui sont des dossiers d'accompagnement ou de défense des droits. Vous avez quelques dépliants à l'entrée qui vous fait le détail des dossiers sociaux que gère le réseau FADOC. Donc moi, je vais vous faire une présentation. C'est très bien, je trouve qu'on n'a pas eu le temps beaucoup d'échanger avant les présentations ce matin, mais je trouve que ça va être très complémentaire. J'ai un début assez rapide justement qui refait un point sur les différents types d'hébergement et sur aussi comment chercher une résidence, mais c'est assez rapide, c'est une introduction. Puis après, je vais vous présenter le programme Qualité Logis-Être pour vous dire pourquoi le réseau FADOC s'intéresse au secteur de l'hébergement des aînés, puis qu'est-ce qu'on espère pouvoir y faire. Donc si on démarre, c'est un chiffre qui complète les données qu'on avait tout à l'heure. C'est qu'on disait à peu près 90% des personnes de plus de 65 ans vivent à domicile. Si on va sur le chiffre de 85 ans et plus, c'est sûr qu'il y a un moment, ça commence à changer. Donc il reste encore quand même, moi je trouve que c'est un chiffre important, 61% des personnes qui vivent à domicile. Plus de 85 ans, tout le monde, on sait très bien, la vieillesse n'est pas une maladie, mais on a quand même des fragilités qui peuvent être sociales, qui peuvent être de santé, qui peuvent être économiques, qui fait que vivre à domicile devient quelque chose de difficile. Puis on sait très bien qu'aujourd'hui, les services à domicile, il y a beaucoup d'ambition, il n'y a pas obligatoirement le résultat sur le terrain, et c'est souvent les familles qui supportent les personnes qui ont des difficultés quand elles restent chez elles. Il y a 26% des personnes qui vivent en résidence privée pour aînés, qu'on appelle maintenant résidence pour aînés. Avec la nouvelle loi, c'est un terme plus général, aussi parce qu'on veut comprendre les OSBL d'habitation ou tout type d'hébergement, qui ne sont pas uniquement des résidences privées pures et dures. 11% en centre d'hébergement et de soins de longue durée, donc les fameux CHSLD, je vais vous en parler un tout petit peu après, et 2% en ressources intermédiaires, qui est quelque chose qui est un peu justement entre les résidences privées et les CHSLD. C'est une étape entre les deux qui se développe aujourd'hui, mais je vais vous le détailler un tout petit peu aussi. Donc si on rentre dans le détail, les résidences pour aînés, c'est vraiment des lieux d'hébergement destinés aux personnes autonomes et semi-autonomes. On pense, tout à l'heure on citait des gros consortiums, des grosses résidences. C'est sûr qu'on imagine encore beaucoup des résidences pour personnes autonomes, mais aujourd'hui, c'est quand même à 80% des résidences pour personnes semi-autonomes. Donc, les personnes qui rentrent à 65 ou à 70 ans dans une résidence uniquement comme un club med avec beaucoup de loisirs, ça existe, mais c'est une portion pas très importante. Puis même si on va dire les constructeurs au démarrage avaient ciblé ce public-là, une fois que les personnes habitent chez eux, elles vieillissent, puis elles ont besoin de services complémentaires. Donc aujourd'hui, on est face à une population soit qui attend plus longtemps avant de rentrer en résidence, ou soit quand elle rentre en résidence, qui commence à y vivre 5 ans, 10 ans, parfois 12, 15 ans. Donc les résidences, par la force des choses, parfois ne l'avaient pas anticipé, mais on sont obligés de vraiment développer de plus en plus de services pour personnes semi-autonomes. Et si on fait une classification aujourd'hui, on pourrait dire que 80% des résidences privées s'adressent plus au public semi-autonome qu'au public autonome. Donc en très grande majorité, c'est des entreprises privées à but lucratif, puisqu'on disait qu'il y a à peu près 450 OSBL. Sur l'ensemble du Québec, il y a 2300 résidences privées, donc les autres sont des privés à but lucratif. Les soins et l'hébergement sont à la charge des personnes hébergées, donc là c'est vraiment la famille ou la personne qui supporte les coûts. Et tout à l'heure on disait le chiffre 80 000 places, aujourd'hui on est plutôt autour de 100 000 places en 2012. Certains disent même déjà 110 000 places parce que ça continue à se construire. Puis on sait que même s'il y a des creux ou en fonction des générations ou de l'histoire en termes de démographie, on sait que de toute façon la population, on évalue sur les 15 prochaines années, peut-être 20 prochaines années, à nécessiter d'ouvrir encore 50 000 places. Donc ça veut dire presque 50% de places qu'on propose aujourd'hui. Il y a vraiment un défi au niveau de l'accompagnement des personnes âgées au Québec qui est très important. On fait souvent des projections, mais le défi commence dès aujourd'hui. Tous les jours, il y a des difficultés à prendre en compte.
Si on prend le diapositive suivante, c'est donc les ressources intermédiaires. C'est un dispositif qui n'est pas très bien connu, d'abord parce qu'il s'est développé sans trop de publicité, puis il avait un objectif de se développer plutôt pour des petites résidences, mais avec la demande qu'il y a aujourd'hui, ça se développe dans un peu tous les types de services. Ce sont des lieux d'hébergement destinés aux personnes en perte d'autonomie. Donc là, c'est vraiment, par rapport aux résidences privées, c'est plus des personnes qui ont besoin de soins tous les jours. Quand on dit semi-autonome, c'est on peut avoir besoin de services ou d'accompagnement. Quand les gens commencent à avoir besoin de ressources intermédiaires, c'est que tous les jours, ils ont besoin d'avoir des soins. Pas obligatoirement énormément, mais même 30 minutes tous les jours, bah, ça fait un accompagnement important. L'hébergement, dans ces cas-là, est assuré par une résidence privée, donc les résidences dont on vient de parler, mais qui sont sous contrat avec leur agence régionale de santé. Donc on est vraiment déjà dans un dispositif un peu mixte. C'est à travers les C3S, l'agence de santé cherche des places dans les résidences privées et propose des soins supplémentaires. Les soins sont assurés d'ailleurs par le réseau de la santé. C'est plus la résidence qui propose les soins, c'est vraiment les C3S. Et l'hébergement, par contre, est assuré. Donc il y a quand même un coût souvent plus important, qui reste encore important, parce que tout ce qui est services et hébergement sont proposés par la résidence privée. Donc ces personnes sont orientées en ressources intermédiaires par le réseau de la santé. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 places au Québec. Donc vous voyez que s'il n'y a pas de place en CHSLD quand une personne est en résidence privée, bah, il y a encore peu de place aussi en ressources intermédiaires pour proposer une solution. Ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, en résidence privée, quand les personnes vieillissent, souvent elles restent sur place, puis elles sont obligées de payer leurs soins dans la résidence. Donc les centres d'hébergement et de soins de longue durée, donc ce sont des lieux d'hébergement pour les personnes en lourde perte d'autonomie. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on pouvait rentrer en CHSLD quand on avait besoin d'1 heure ou 2 heures de soins par jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de fourchette officielle, ça dépend vraiment de l'offre et de la demande, mais on est plus proche des 3h30, même parfois des 4 heures en certaines régions par jour. Donc 4 heures par jour, on n'est pas encore en soins palliatifs, mais c'est vraiment on est quasiment en milieu hospitalier, c'est des besoins qui sont très très importants. Ce sont que des établissements publics du réseau de la santé, donc là quand on parle de CHSLD, alors je dis que, non c'est pas vrai, il existe quelques CHSLD privés, mais qui sont soumis au même contrôle, au même règlement. Donc on propose des développements actuellement de ce qu'on appelle les PPP, partenariats public-privé, mais la plupart du temps c'est vraiment excusez-moi, juste pour revenir en dernier, donc environ 35 000 places au Québec. Le nombre n'a pas du tout augmenté sur les 10 dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme une pénurie de soins pour les personnes âgées. C'est parfait. Donc la diapositive suivante, justement, j'en avais deux, qui répond un peu aux questions que vous aviez posées tout à l'heure, qui sont comment choisir une résidence. Aujourd'hui, la difficulté, là, ce que je vous présente, c'est quelque chose qui est peu connu du grand public, et puis que j'ai aussi beaucoup simplifié en 3 diapositives. On est beaucoup dans des situations parfois mixtes, parfois complexes, parfois mal connues. Les annuaires qui existent sont très diversifiés, donc c'est pas évident de savoir comment répondre. Et puis, la plupart du temps, les gens cherchent à rester à domicile. Puis quand ils se posent la question de la résidence, c'est parce qu'il y a un problème de soins qui vient de se poser, un problème, une difficulté, un décès, ou dans le couple, ou quel que soit le problème, c'est souvent des problèmes qui poussent un peu à choisir une résidence dans l'urgence. Donc la priorité, c'est d'abord, quand on évalue, c'est évaluer les besoins. Donc le choix de la résidence se fait en fonction des besoins. Quels sont les motifs du déménagement? Donc est-ce que c'est un problème de solitude? Est-ce que c'est un problème de j'ai plus de budget? Est-ce que c'est un problème juste d'autonomie pour gérer sa maison, ou un problème de santé? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et puis, quelle est l'autonomie de la personne? Il y a aussi au niveau de faire un bilan de santé. Donc dans les réponses qu'on donnait tout à l'heure au niveau des croissants, parce qu'on est dans un déjeuner croissant, les conversations continuent. La priorité, c'est d'abord d'aller voir vers votre CLSC, votre C3S. Il faut pouvoir faire une évaluation avec une infirmière, parce que même si la personne se sent bien, c'est important aussi d'anticiper à l'avenir, dans le sens où est-ce que vous avez un début de Parkinson, est-ce que vous avez une maladie chronique, est-ce que vous avez des risques cardiaques dans votre famille? C'est beaucoup d'éléments qui sont intéressants à prendre en compte, parce que l'autre élément fort pour choisir une résidence, c'est aussi votre budget. Donc il faut évaluer quelles sont les sommes qui sont disponibles chaque mois, mais aussi quelle est votre capacité de payer en cas d'augmentation des besoins. Et une des difficultés pour les personnes aujourd'hui en résidence privée, c'est qu'ils rentrent dans une résidence qui correspond à leur budget, puis qui
propose en se disant, bah, de toute façon, il y a des services de soins, donc si j'ai un problème, si par exemple j'ai une maladie chronique puis qui risque de s'aggraver, bah, c'est pas grave, j'aurai des soins sur place, vous aurez les soins, mais est-ce que vous aurez la capacité de payer, dans le sens où en hébergement privé, tout est à la charge de la famille. Donc si on va à la capsule suivante, donc une fois que vous connaissez vraiment vos besoins, votre budget, il y a quand même d'autres étapes qui sont à prendre en compte. Si on a le temps, c'est l'idéal, parce que ce qu'on vous conseille, en tout cas dans le réseau FADOC, puis quand vous nous appelez, c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup, c'est de faire une sélection à partir des annuaires disponibles et en fonction des territoires. Les annuaires disponibles, à la date d'aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui sont présentés. C'est sûr que la priorité, c'est vraiment ce qu'on citait tout à l'heure, le registre des résidences privées pour personnes âgées. C'est un registre qui est géré par le ministère de la Santé et qui met en ligne les résidences qui ont été contrôlées par les agences de santé. Donc, rien qu'en termes de légalité ou de sécurité, si vous voulez savoir si la résidence qui vous intéresse est valable, il faut s'en assurer sur le site du ministère de la Santé. Donc, à la date d'aujourd'hui, les annuaires vraiment fonctionnels, il n'y en a pas à 100%. Donc, c'est aussi souvent une porte d'entrée pour chercher sur votre territoire quelles sont les résidences. On vous propose de choisir 3 ou 4 résidences, pas uniquement une ou deux, mais vraiment d'en choisir au moins 3, parce que ce qui est très important, c'est de faire des visites avec la personne. C'est pas où la famille peut faire des visites, mais si la personne elle-même n'est pas allée sur place pour sentir l'ambiance, c'est souvent un risque que, même si sur le papier, la résidence présente des choses intéressantes, on ne s'y sente pas très bien. Quand on dit évaluer les besoins, c'était justement ça aussi. Est-ce que la personne souffre de solitude, donc elle cherche plutôt une résidence qui est de petite taille, où il y a beaucoup plus de proximité, où votre porte de chambre est toujours ouverte, puis vous savez ce qui se passe, puis vous descendez juste d'un étage, puis vous êtes dans le salon, puis vous voyez la propriétaire faire la cuisine. Ça peut être votre besoin aussi en termes de personnel. Si vous êtes plus autonome, même si vous avez des problèmes de santé, mais vous préférez, vous êtes très intellectuel, vous aimez beaucoup la lecture, vous ne voulez pas obligatoirement aller faire du bingo, mais il y a peut-être d'autres types de résidences qui vous le proposent. Puis ça, ce n'est pas des choses qu'on voit dans les présentations techniques. C'est vraiment en allant sur place, en rencontrant le responsable de la résidence qui est, comme on pourrait dire à chaque fois, l'âme de la résidence. Donc l'ambiance est beaucoup due aux personnes dans la résidence, mais aussi aux responsables. Donc rencontrer les responsables est quelque chose d'important pour vous aider à faire un bon choix. Et puis, il y a une possibilité de faire appel à des conseillers en hébergement. Ce sont des personnes qui se sont spécialisées. C'est sûr que c'est un service que personne d'autre ne propose. Ce sont des services qui sont gratuits pour la famille, mais qui sont, bien sûr, il n'y a rien de gratuit, sont payés par les résidences. C'est sûr que ça laisse toujours une ambiguïté en se disant, bah, finalement, c'est les résidences qui les payent pour choisir, mais la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont impliqués. Si vous regardez un peu le profil de votre conseiller en hébergement, ça peut être des anciennes infirmières, des gens qui connaissent le réseau. Et c'est pas un secteur qui est très connu, c'est pas comme des agents immobiliers ou des choses comme ça, donc ils ont souvent intérêt à ce que les gens soient satisfaits. Ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Donc eux, en échange, ils disent, mais toutes les résidences nous payent, quelles qu'elles soient, à partir du moment où on met une personne en résidence. Disons que souvent, c'est l'équivalent d'un mois de loyer qui est payé au conseiller en hébergement. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a des familles et qu'on leur dit, bah, écoutez, vous pouvez faire appel à des conseillers en hébergement, c'est que le CLSC fait une évaluation de la personne, mais fait rarement l'accompagnement. Et tous les besoins dont je vous parlais tout à l'heure, évaluer vraiment quels sont les besoins, est-ce que ce type de résidence convient plus ou non, souvent les conseillers en hébergement le font. Nous, on a beaucoup de vigilance dans le sens où on ne conseille pas un conseiller en particulier, c'est des personnes qui travaillent à leur compte, donc c'est vraiment comme un commerce, on va dire. Donc on ne conseille aucun commerce en particulier, mais on sait que c'est un service que la FADOC ne peut pas proposer, que le CLSC souvent ne propose pas, et qui aide beaucoup de familles pour faire le bon choix de résidence. C'est sûr que si vous avez des difficultés ou si vous avez des plaintes, on est très ouvert à l'écoute des plaintes. Jusqu'ici, depuis, moi, ça fait 5 ans que je travaille pour le réseau FADOC, je n'ai jamais eu aucune plainte revenue des conseillers en hébergement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce que c'est un secteur sur lequel on n'est pas très à l'aise, dans le sens où on ne le connaît pas très bien, mais jusqu'ici, ils rendent un service que personne d'autre ne rend, et pour lequel on n'a pas eu de difficultés. Si on rentre plus dans le travail que fait le réseau FADOC sur l'hébergement privé, de 1999 à 2008, on a déployé un programme qui s'appelait le programme Rose d'Or, peut-être que certains connaissaient, qui était un programme pour apprécier la qualité dans les résidences privées pour aînés. Il faut savoir qu'avant 2007, il n'y avait aucune réglementation
qui s'occupaient des résidences privées, donc n'importe qui, pas obligatoirement dans un sens négatif, mais si vous aviez une maison, si vous aviez la motivation, ou si vous aviez la place pour, vous pouviez ouvrir une résidence privée, puis il n'y avait aucune réglementation à suivre en particulier, c'était la loi de l'offre et de la demande. Ce qui fait qu'en termes d'information, puis en termes de transparence, c'était aussi quelque chose de très complexe à suivre. Donc le réseau FADOC a eu une très forte demande auprès de son conseil d'administration provincial pour développer quelque chose. On l'a développé sur quelques régions, puis ça s'est développé jusqu'à 13 régions. On n'a pas eu la possibilité de le faire sur l'ensemble du Québec dans le cadre du programme Rose d'Or, mais on avait vraiment l'intention, on avait fait une grille d'appréciation, puis on est rentré dans les résidences pour apprécier les minimums de qualité qu'on voulait voir dans une résidence. Puis quand les résidences l'avaient, on les mettait dans notre bulletin, puis ça aidait justement les familles à choisir. Sur la dernière édition, par exemple, nous, c'est sûr que c'est toujours difficile de se vanter, comme on dit, mais ça a été vraiment un succès dans le sens où il n'y avait pas d'autres services qui étaient proposés comme ça. Donc rien que sur la version 2006-2008, il y a eu plus de 10 000 exemplaires du bulletin qui ont été distribués. Et la plupart du temps, quand vous alliez voir un travailleur social ou une infirmière ou quelqu'un dans un C3S, il utilisait le bulletin Rose d'Or pour vous aider à choisir une résidence si vous prenez le temps de vous accompagner là-dessus. Les conseillers en hébergement aussi utilisent le registre du ministère, utilisent des annuaires type page jaune ou autre chose qu'on peut aujourd'hui trouver sur Internet. Mais ils avaient toujours un bulletin Rose d'Or parce que c'était le seul élément qui leur permet de faire un tri finalement parmi les 2300 résidences qui étaient proposées. Exactement. Donc à partir de 2008, on va dire à partir de 2007, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la certification des résidences privées. C'est une loi qui oblige les résidences privées à répondre à une vingtaine de critères socio-sanitaires. Souvent, on parle de qualité avec la certification. Ce n'est pas vraiment de la qualité, c'est beaucoup plus des normes administratives sur on va dire, sur l'incendie, sur les diplômes, sur le respect des normes du bâtiment, des éléments comme ça. Donc c'est vraiment le minimum légal a priori qui n'était pas contrôlé avant, qui maintenant est obligatoire et qui a fait que les résidences ont été obligées de structurer un petit peu ce type de suivi. Mais à la date d'aujourd'hui, et dès 2008, dès la sortie de la certification, le ministère le savait, la qualité de vie dans les résidences en tant que telle, c'est-à-dire qu'au-delà des normes incendies, est-ce qu'il fait bon vivre dans cette résidence? Il n'existe pas de programme pour l'apprécier. Donc ils ont demandé, comme le programme Rose d'Or devenait obsolète avec la certification, ils sont beaucoup inspirés de Rose d'Or en fait pour faire la première certification. Ils nous ont proposé, on a reçu un financement donc, pour mettre en place une révision du programme Rose d'Or et le rendre complémentaire à la certification, en disant, nous, en tant que ministère, on s'occupe de la sécurité, puis on assure les familles que s'ils rentrent dans une résidence certifiée, ils ont un minimum de sécurité qui est proposé, puis avec le programme Rose d'Or, vous pourrez aller beaucoup plus sur la partie qualité de vie. On peut continuer. Donc nos objectifs, ça ne s'appelle plus le programme Rose d'Or, maintenant ça s'appelle le programme Qualité Logis Être, parce qu'il y a vraiment une évolution par rapport au programme initial. Notre objectif, c'est proposer aux résidences participantes une démarche d'amélioration continue de la qualité. C'est-à-dire que c'est une démarche volontaire de la part des résidences. Celles qui rentrent dans le programme Qualité Logis Être, elles ont vraiment un cahier des normes avec tout un processus qui leur permet d'améliorer la qualité dans leur résidence. Celles qui rentrent dans le programme, après, nous on fait une visite d'appréciation, puis on octroie une reconnaissance de qualité allant de 1 à 5 sauts, un peu sous la forme des hôtels ou du guide Michelin par rapport aux références qu'on connaît déjà. Un des éléments importants, c'est aussi donner la parole aux aînés en résidence, parce que c'est une chose que ne fait pas la certification, puis c'est un élément qui est très important pour savoir comment ça se passe. Nous, on aura beau développer toute l'expertise qu'on veut, c'est pas en restant juste une journée dans la résidence qu'on pourra tout voir. Et il n'y a vraiment qu'en donnant la parole aux personnes dans la résidence, puis quel que soit leur niveau d'autonomie, ils peuvent tous nous dire réellement s'ils sont bien ou s'ils ne sont pas bien dans la résidence. Ensuite, c'est de produire un bulletin des résidences participantes, comme on l'avait fait avec Rose d'Or, et puis rassurer la population par rapport aux services offerts en résidence. C'est sûr que ça paraît un peu bizarre parfois de dire ça en disant vous faites la promotion du secteur privé. On ne fait pas obligatoirement la promotion du secteur privé, mais aujourd'hui, comme on l'a vu dans les chiffres, ça représente 25% des personnes hébergées de plus de 85 ans. C'est une réalité au Québec. Puis après, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est un autre débat. En tout cas, nous, en tant que réseau FADOC, on sait qu'il y a des aînés qui sont là-bas, puis on veut que ça reste un réseau qui soit transparent, puis qui puisse évoluer de manière positive. Donc, quand on regarde les médias aujourd'hui, on parle des abus, puis on a aussi des programmes de lutte contre l'abus auprès des aînés. Mais si on fait un sondage aux personnes dans la rue, ils ont peur d'aller en résidence à la date d'aujourd'hui, alors que ça reste un service qui peut être intéressant, ou ça reste un service où les gens peuvent être très heureux. Et on espère aussi rééquilibrer un petit peu l'image de ce secteur-là,
Donc pas obligatoirement pour faire la promotion du privé, puisque dans les résidences pour aînés, il y a des OSBL, mais pour faire la promotion d'un type d'hébergement, pour dire qu'aujourd'hui, quand on vieillit, on a le choix, et si on a l'obligation d'aller en hébergement, ce n'est pas obligatoirement partir en prison, c'est pas obligatoirement un cauchemar. Il y a des situations difficiles sur lesquelles on veut pouvoir agir, mais il y a aussi beaucoup de résidences où il fait bon vivre, puis dont on peut faire, sans obligatoirement faire la promotion, on peut rassurer les gens sur les services proposés. Donc, on va aller un peu plus vite sur la fin, parce que non, mais on va rester sur ça, pardon. Mais c'est juste pour dire, donc je vais vous présenter un petit peu le programme, puis après je vais vous proposer plus d'échanges avec la salle. Mais donc les outils qu'on utilise pour apprécier les résidences avec le programme qui a été Logiaide sont des outils qui ont été construits par la FADOC, mais validés par des chercheurs de l'université de Sherbrooke. Ils ont été testés et soumis à l'approbation d'une centaine de résidents et d'une cinquantaine d'exploitants de résidences, parce qu'on voulait quelque chose qui touche à la réalité réellement au Québec. Et puis ça a été validé auprès de différents ministères, de regroupements de résidences, d'agences régionales de santé. On a aussi fait un gros travail avec les commissaires régionaux aux plaintes pour s'assurer que les normes qu'on va apprécier correspondent aux difficultés qui peuvent se retrouver sur le terrain. Donc il y a deux outils, très rapidement. Il y a une grille d'appréciation qui sont utilisées par des professionnels. C'est 26 normes réparties en 160 indicateurs. Quand on dit appréciation de l'environnement humain et physique, c'est-à-dire que il y a une partie qu'on appelle l'appréciation physique, c'est l'appréciation de la résidence, la salle à manger, la salle communautaire, les chambres, les couloirs. Mais 60% de la note, c'est-à-dire quand on donne un saut après la résidence, c'est appréciation de l'environnement humain, c'est-à-dire la relation avec le personnel, la participation du résident dans la vie de la résidence, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important, qui n'est pas toujours développé, le loisir, le repas, l'autonomie. Il y a beaucoup d'éléments qui touchent à la qualité de vie qu'on essaye de pouvoir apprécier avec le programme. Et puis il y a aussi un élément qui est une nouveauté par rapport à Rose d'Or, pour ceux qui connaissaient le programme Rose d'Or, c'est les différences de fonctionnement entre les résidences de 9 unités et moins et celles de 10 unités et plus. On a fait vraiment deux grilles d'appréciation différentes en fonction de la taille de la résidence, dans le sens où la certification c'est la même pour quelle que soit la taille de la résidence, alors qu'on sait très bien qu'une petite résidence, c'est beaucoup plus une personne qui... en fait, c'est proche de ce qu'on appelle un environnement familial. C'est un exploitant qui fait lui-même le repas, la cuisine, les courses, le ménage, l'animation. Donc, l'appréciation n'est pas la même. Il y a des avantages, il y a des inconvénients dans une petite résidence, mais il y a aussi beaucoup de services intéressants qui sont proposés. Puis, on voulait pouvoir les apprécier de manière juste par rapport à une résidence qui, elle, a plus de moyens, mais n'a pas obligatoirement autant de proximité. L'autre outil, c'est un outil dont on est assez fier, c'est un questionnaire de satisfaction. On sait que c'est quelque chose de très difficile à date d'aujourd'hui d'apprécier la satisfaction des personnes en résidence. La plupart du temps, elles ont plutôt peur de donner leur avis. Et puis les grilles qui existent sont en train de se développer finalement. C'est un secteur qu'on pourrait dire très jeune. Et donc, les personnes, parfois, les outils qu'on utilisait étaient un peu complexes ou trop théoriques, ou êtes-vous peu satisfait, pas assez satisfait, ça devenait assez complexe à utiliser. On a trouvé, donc, grâce à l'université de Sherbrooke, un outil à proximité qui vient de l'État de l'Ohio, donc qui s'inspire de recherches américaines, qui mesure la satisfaction des résidents, mais qui est vraiment confidentiel, simple et adapté aux aînés. C'est vraiment un questionnaire qui fonctionne sous forme de conversation, qui a à peu près 46 questions, mais qui permet vraiment, dans un échange, de savoir si les gens sont contents de leur repas, contents de leur loisir, est-ce que les gens sont polis avec eux. Pas besoin d'avoir fait beaucoup d'années d'études pour répondre spontanément, ils sont polis, ils ne sont pas polis, ou je suis content du repas, ou je mange assez chaud, je ne mange pas assez chaud. Ce qui est même intéressant, c'est qu'on a un petit questionnaire de 4 questions pour évaluer, avant de rencontrer la personne, on peut dire, sa capacité de répondre. Et même une personne qui, sur les 4 questions, répond qu'à 2 questions, c'est plus sur l'espace et sur le temps, est capable de répondre au questionnaire, dans le sens où on peut avoir des pertes cognitives, on est quand même assez responsable pour savoir si on mange assez chaud ou si les personnes sont polies avec vous. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant. Pour terminer, écoutez, on voit il y a 2 types de reconnaissance, donc en fonction de la taille de la résidence. On peut avoir la diapositive suivante. L'obtention des sauts, donc là, c'est plus quelques détails techniques, mais c'est le résultat à la grille d'appréciation faite par le professionnel, mais c'est aussi il peut y avoir une perte de points s'il y a des manquements à l'état visuel ou à la propreté, parce que au-delà du nombre on va dire, au-delà de l'équipement qu'on peut proposer, il faut aussi qu'il soit bien entretenu.
Et puis, il y a la partie satisfaction des personnes qui permet beaucoup, nous, de recueillir des informations et de faire des propositions d'amélioration de la qualité. Mais si le taux de satisfaction est en dessous de 65%, on arrête le processus dans le sens où on ne peut pas, même si, par exemple, il y a tous les éléments matériels qu'on a évalués dans notre grille, si les personnes qu'on a rencontrées nous disent qu'elles ne sont pas satisfaites, on ne peut pas attribuer des sauts de qualité à la résidence. Donc on les rencontre pour avoir leur avis, puis pour faire des retours à l'exploitant de manière confidentielle et anonyme. Donc beaucoup plus sécuritaire pour elles, elles peuvent vraiment râler si elles en ont besoin, sans avoir l'impression qu'il va y avoir des répercussions sur elles. Si vraiment on sent que on a vu près de la moitié des personnes qu'on a rencontrées ne sont pas satisfaites, là on reva vers l'exploitant pour faire un programme d'amélioration de la qualité, mais sans jamais lui donner de saut, parce qu'il faut qu'il progresse et il faut que la satisfaction de ses résidents progresse s'il veut être dans le beau temps. Donc juste pour terminer, la dernière diapositive, vous êtes allé trop vite, mais c'était juste pour donner un peu le calendrier. À la date d'aujourd'hui, le programme Qualité Logis Être existe sur 9 régions au Québec. On a eu le financement pour développer une première phase. On attend le financement pour développer une deuxième phase, donc se développer sur l'ensemble des régions, les 7 autres. Mais par rapport au programme Rose d'Or, il y a vraiment une évolution dans le sens où chaque année, avec le programme Rose d'Or, on cherchait des financements. Vous connaissez un peu le secteur communautaire. On avait des équipes, on avait des salariés, mais il fallait, on avait des montages financiers qui étaient assez complexes pour pouvoir faire vivre le programme, ce qui faisait qu'on s'était arrêté qu'à 13 régions. À la date d'aujourd'hui, on a vraiment un soutien beaucoup plus clair, beaucoup plus important du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc on a pu le développer sur 9 régions, puis on espère pouvoir le développer assez rapidement, j'espère très rapidement, sur les 7 autres, afin que l'ensemble du Québec soit couvert. Si on peut conclure aussi, écoutez, les premières remises de certificats, en tout cas, ça s'est développé aujourd'hui sur 9 régions, on rencontre les résidences, on propose le programme, on a nos premiers inscrits, on espère pouvoir remettre nos premiers certificats, enfin nos premières reconnaissances qualité logis être avant cet été, et on espère pouvoir sortir les premiers bottins régionaux, qui seront des bottins papier, mais aussi des bottins Internet, parce que les gens utilisent de plus en plus Internet, avant la fin de l'année 2012. Puis je vous remercie, je vais vous laisser la place aux questions.